Bonjour, nous sommes la collective Robert Larousse et nous allons vous lire 2 extraits de Wikifémia Révision. Wikifémia, c'est Wikipédia, relu dans une perspective féministe. Nous partons des articles de Wikipédia consacrés à des biographies de femmes ou à des mouvements de femmes que nous commentons, corrigeons, révisons. Article George Sand. Note de Robert Larousse. Quelques statistiques en préambule. La texte de l'article consacré à George Sand fait l'équivalente de 121 pages. Ce qui est énorme, c'est plus que l'article consacré à l'autrice de Notre-Dame de Paris. En comparaison, la taille moyenne d'un article de Wikipédia est de moins d'1 page. Voici l'introduction de l'article. George Sand, pseudonyme d'Aurore Dupin, est une romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste française, née à Paris le 1er juillet 1804 et morte à Nohant le 8 juin 1876. Elle compte parmi les écrivaines les plus prolifiques, avec plus de 70 romans à sa active et 50 volumes d'œuvres diverses, dont des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre et des textes politiques. À l'image de sa arrière-grand-mère qu'elle admire, George Sand prend la défense des femmes, prône la passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés d'une société conservatrice. George Sand fait scandale par sa vie amoureuse libre, par sa tenue vestimentaire et sa pseudonyme masculine. Malgré certaines détractrices, George Sand contribue activement à la vie intellectuelle de sa époque, accueillant chez elle de nombreuses personnalités parmi les plus importantes de la vie intellectuelle et artistique de sa temps, conseillant les unes, encourageant les autres. Sa œuvre est très abondante. Ses premiers romans sont de grands succès publics, comme Indiana, en 1832, qui, à l'époque, éclipsa Notre-Dame de Paris. Elle bouscule les conventions sociales et magnifie la révolte des femmes en exposant les sentiments de ses contemporaines. Chose exceptionnelle à l'époque, et qui divisa aussi bien l'opinion publique que l'élite littéraire. Puis, George Sand ouvre ses romans à la question sociale en défendant les ouvrières et les pauvres, par exemple dans La Compagne de la Tour de France, et en imaginant une société sans classe comme dans La Meunière d'Angibault. Elle se tourne ensuite vers la milieu paysanne et écrit des romans champêtres idéalisés comme La Mare à la Diable ou La Petite Fadette. George Sand a abordé d'autres genres comme l'autobiographie avec Histoire de ma vie et la romane historique avec Consuelo, où elle brosse, à travers la figure d'une cantatrice italienne, la paysage artistique européenne de la XVIIIe siècle. Vers la fin de sa vie, elle écrit une abondante œuvre théâtrale, restée largement inédite de sa vivante. Elle s'est aussi illustrée par un engagement politique actif à partir de 1848, participant à la lancement de 3 journaux, La Cause de la Peuple, La Bulletin de la République, L'Éclaireuse. Note de Robert Larousse. Continuons à fouiller les statistiques. L'introduction de l'article, que nous estimons correcte, c'est-à-dire sans trop de biais sexistes, fait 2 pages. Après quoi, la reste de l'article, c'est-à-dire 98% de la texte, est consacré pour la moitié environ à une accumulation de détails biographiques personnels qui racontent sa vie privée, ses relations familiales avec ses parentes, grandes-parentes, enfantes ou ses relations amoureuses. Cette partie est décrite avec un nombre incroyable de faits anecdotiques relatant ses liaisons, ruptures, brouilles ou réconciliations. Les noms de ses amis font l'objet de titres de section, comme si George Sand n'était défini que par ses relations. La toute est écrite dans un style digne d'une romane à l'eau de rose et bourrée de stéréotypes paternalistes. On dirait que les contributrices de l'article se sont noyées dans la foule des sources disponibles et ont rapporté sans les trier ni les contextualiser les moindres détails de sa vie romanesque, relayant ainsi, sans aucun recul, la point de vue patriarcale. Quelques exemples. A est la conseillère littéraire de George Sand. Elle est aussi sa confidente, et particulièrement à la moment de ses amours avec B. George Sand, toujours en quête d'idéal et de ferveur réformatrice, demande sa avis à A dans ce domaine. Elle cherche une nouvelle mentor qui pourrait satisfaire sa ardeur politique. Ou bien, C subjugue George Sand et elle ne jure plus que par elle.
comme si George Sand ne pouvait pas avoir d'idées en propre et devait les emprunter à ses amis. C'est une tactique connue que l'autrice féministe Johanna Russ a nommée la dénégation de la capacité d'agir dans sa ouvrage How to Suppress Woman Writing ou Comment censurer les écrites des femmes. Autre remarque générale sur le vocabulaire employé. Sa vie amoureuse est agitée, ce qui est un jugement de valeur paternaliste et qui n'a pas de raison d'être dans une encyclopédie qui se doit d'être neutre. Même remarque pour la section titrée « La femme scandaleuse ». Quant à la section romancière, censée rendre compte de sa travail d'écrivaine, elle est précédée par une mention rédigée par les administratrices de Wikipédia. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Enfin, la reste de l'article, c'est-à-dire la moitié de la texte, est une simple énumération de ses nombreuses écrites, sans qu'aucune analyse ne vienne donner une idée de sa écriture, ni de sa carrière littéraire. En revanche, les sections consacrées à la vie intellectuelle de ses amies et amantes sont beaucoup plus précises et documentées. L'impression générale qui se dégage de l'article est celle d'une femme changeante, soumise à ses émotions. Alors que George Sand fut avant tout une écrivaine très connue, autrice de best-sellers, une femme influente parmi les intellectuels de sa époque, une femme puissante, engagée, en un mot, une femme libre. Article Françoise d'Aubonne. Françoise d'Aubonne, née le 12 mars 1920 et morte le 3 août 2005 à Paris, est une femme de lettres française, romancière, philosophesse, essayiste et biographe, et une militante féministe libertaire et écoféministe. Sa mère fut l'une des premières femmes à poursuivre des études scientifiques à la Faculté des sciences de Paris, où elle a suivi les courses de Marie Curie. Françoise d'Aubonne, quant à elle, poursuit ses études à la Faculté de lettres et aux Belles-Arts de Toulouse. Pendant la guerre, elle publie ses premiers textes tout en rejoignant la résistance face à la nazisme. Elle résumera plus tard ses sentiments sur cette période de sa vie sous la titre évocatrice « Chienne de jeunesse ». Elle milite activement contre la guerre d'Algérie et en septembre 1960 signe la Manifeste des 121, aussi appelée « Déclaration sur la droite à l'insoumission dans la guerre d'Algérie ». Cofondatrice de la Mouvement de libération des femmes, MLF, à la fin des années 1960, signataire de la Manifeste des 343 pour la droite à l'avortement, elle lance avec d'autres la Front homosexuel d'action révolutionnaire, phare, en 1971. À la sein de la MLF, elle anime la groupe Écologie et Féminisme à une époque où peu de féministes s'intéressent à ce thème, puis fonde l'association Écologie-Féminisme en 1978. Elle est l'une des premières penseuses à avoir articulé, dans les années 73-74, le lien théorique et politique entre écologie et féminisme. En faisant le postulat que les hommes, la patriarcat, ont fait à la fois main basse sur la ventre des femmes et sur les ressources naturelles. Note de Robert Larousse. Françoise d'Aubonne écrit de nombreux textes, parmi lesquels « La féminisme ou la mort » en 1974. C'est dans cet essai qu'elle établit pour la première fois le lien entre l'exploitation des femmes et celle de la nature par les hommes. C'est la même idéologie patriarcale qui s'applique. Elle y théorise la synthèse entre l'écologie et le féminisme et y crée le terme écoféminisme. La terme sera reprise ensuite par les militantes américaines, anglaises ou indiennes dans les années 1980. À la cœur de sa théorie écoféministe se trouve la dénonciation de l'illimitisme de la société patriarcale qui se caractérise par l'injonction à la croissance perpétuelle. Françoise d'Aubonne y prône aussi le projet d'une gestion égalitaire d'une monde à renaître. À la début des années 70, l'alliance entre féminisme et écologie ne va pas de soi. Une pointe de désaccord porte sur la place de la technologie. Les écologistes de l'époque la refusent en bloc, tandis que les féministes y voient un outil de libération. Libération sexuelle grâce à la pilule contraceptive et libération de la travail grâce à l'automatisation. Retour à l'article Françoise d'Aubonne. Sa vie littéraire et militante croise celle d'écrivaines inventives et hors normes comme Violette le Duc, Nathalie Sarraute, Colette, Simone de Beauvoir dont elle fut une amie très proche.
La lecture de la deuxième sexe de cette dernière, en 1949, est déterminante pour son engagement radical et féministe. Note de Robert Larousse. Continuons à explorer ses œuvres. En 1976, Françoise d'Aubonne publie « Les femmes inventent la patriarcat ». Dans cet texte, elle raconte l'émerveillement des humaines devant la privilège des femmes à créer la vie. C'est l'époque de la culte des mères et des grandes déesses. Oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore compris le fonctionnement de la procréation. Plus tard, tandis que les hommes pratiquent l'élevage, les femmes découvrent les principes de l'agriculture que les hommes se sont ensuite appropriés avec l'invention de la charrue. Pour Françoise d'Aubonne, c'est le début de ce qu'elle appelle la grande renversement, c'est-à-dire que les hommes s'approprient les femmes et leur fécondité, ainsi que la nature. Et la mythe des Amazones, que l'on retrouve dans de nombreuses cultures, serait une des formes de la résistance des femmes à la grande renversement. Retour à l'article Françoise d'Aubonne. Pas une jour sans une ligne. C'est en suivant cette devise que l'autrice a produit plus de 50 ouvrages. Parmi ses publications se trouvent des poèmes, des romans, des essais, des biographies. Note de Robert Larousse. Ce qui est incroyable, c'est que malgré une œuvre prolifique, elle n'en reste quasi rien. Actuellement, très peu de ses livres sont disponibles. Retour à l'article Françoise d'Aubonne. On y trouve notamment des romans de science-fiction post-patriarcale, radicales pour l'époque. Note de Robert Larousse. Un exemple, Les bergères de l'Apocalypse en 1978, qu'elle présente dans une émission télévisée avec une franche-parler réjouissante. Je l'ai faite pour me défouler. C'est sa étroitesse, sa pénurie d'émotions intenses qui me gênent dans le monde actuel. Et comme je trimballe des masses de fantasmes avec moi, j'ai pensé qu'il fallait un jour que je m'éclate. Et j'ai fait une épopée délirante. Boum, la guerre des sexes à la 21e siècle. Les femmes se soulèvent et disent « Maintenant, il y en a assez ». La butte, c'est même pas prendre le pouvoir ni réduire les hommes à néant. Non, c'est les supprimer. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Si on continue comme ça, la monde va continuer de cette manière, ou plutôt va s'arrêter. Et ça, c'est la côté écologique de ma livre. L'histoire de la gaspillage, la démence de la nucléaire, des marées noires, etc. Bref, les femmes, finalement, se révoltent, moins à cause de la tort qu'on leur a faite, qu'à cause de la tort qui est faite à la nature, qui entraîne la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes. Et elles suppriment les hommes. Voilà. Retour à l'article Françoise d'Aubonne. Sa militantisme l'a conduit à s'engager également pour la droite des prisonnières et contre la peine de mort. Le 6 septembre 1976, elle se marie avec la détenue matricule 645-513 à Fresnes, condamnée à 20 ans de prison pour une meurtre qu'elle n'a pas commise. Elle l'annonce dans les colonnes de la journal Libération. Je l'épouse parce qu'elle n'a jamais baissé la tête, pour ces grèves de la faim qui ont abîmé sans résultat sa santé, pour avoir saisi, étant droite commune, la dimension politique de sa situation. Note de Robert Larousse. Sa combat contre tous les aspects injustes et absurdes de la société patriarcale l'amène à s'engager également comme activiste antinucléaire. En 1975, elle participe à la dynamitage de la pompe de la circuit hydraulique de la centrale de Fessenheim, en Alsace, alors en construction, retardant ainsi de plusieurs mois sa mise en route. Elle rédige la texte de revendication. Les femmes sont à l'avant-garde de la refus de la nucléaire, qui n'est autre que la dernière mot de cette société bâtie sans elle et contre elle. Théoricienne visionnaire, militante radicale, l'inventrice de la terme phallocrate est aujourd'hui presque oubliée. Quelles sont les raisons de l'effacement de cette personnalité hors de la commune ? Comme l'explique Caroline Goldblum dans la texte Françoise d'Aubonne, une intellectuelle maudite, qu'elle a consacrée en 2010, Françoise d'Aubonne s'est investie dans pléthore de luttes. Cette diversité nuit peut-être à la compréhension de la personnage. Et certaines autres factrices expliquent la disparition de Françoise d'Aubonne de la mémoire collective. D'une part, elle fut vraisemblablement dans l'ombre de ses brillantes aînées Simone de Beauvoir et Violette le Duc. D'autre part, ses velléités terroristes et extrémistes l'ont sûrement isolée de la débat démocratique et universitaire. Aujourd'hui, les mouvements écoféministes se développent et se diversifient. Les luttes autochtones, celles menées pour la biodiversité, pour le climat, les courantes spiritualistes, antispécistes, etc. Elles ont une socle commune,
la critique radicale de la patriarcat capitaliste, colonialiste, et mettent à la centre de leur pratique la sororité et la faire ensemble. Tout cela réjouirait Françoise d'Aubonne, qui a toujours eu la goût de la collective et a vécu entourée d'amis, d'amantes et de camarades.